Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Nutrition, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de gourmandise, de végétal, de plaisir assumé et de nutrition intelligente. Mon invité, c'est Camille Azoulay, qui est cofondatrice de Funky Veggie, une marque devenue funky, qui a réussi un pari complexe, rendre le snacking et le petit déjeuner plus sain, sans renoncer au fun, au goût et à la désirabilité. Funky, c'est une marque qui a bousculé les rayons et les discours autour du manger mieux. Camille, merci d'être avec nous. Merci Grégory de m'inviter. Avec grand plaisir, comme je l'évoquais très rapidement en off, on s'était croisés très rapidement au tout début de la marque dans un événement de start-up, je pense il y a une dizaine d'années. Donc je suis très ravi de pouvoir t'accueillir aujourd'hui pour que tu puisses nous partager à la fois l'histoire de la marque, comment tout cela a commencé, comment la marque a grandi, a évolué, puisqu'elle a même changé légèrement de nom en cours de route, et puis aussi que tu nous partages ta vision de l'entrepreneuriat, qui est un sujet qui, je crois aussi, te tient à cœur. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, Camille, on va commencer par le début. Tu as fait des études de lettres et tu as un master en communication que tu as décroché à Sciences Po et tu es cofondatrice de Funky, une marque de produits bio qui a pour ambition affichée de révolutionner le petit déjeuner. Quel est le lien entre ta formation et ton engagement entrepreneurial dans la nutrition? Alors en effet, à première vue, pas grand-chose. Je ne suis pas ingénieure agro, je n'ai pas de formation en nutrition classique. Euh, mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est assez politique en réalité. Et je pense que vouloir créer une entreprise, c'est un choix assez politique. Donc peut-être que le lien, il est là. Quand j'ai intégré Sciences Po, forcément, on baigne au début dans un monde très politisé. Et je me suis posé la question. Et en fait, ma manière de contribuer à une société plus juste, ça a peut-être été plutôt l'entrepreneuriat. Euh, mais ouais, c'était pas du tout le point de départ. En gros, l'intérêt d'une formation comme celle-ci, c'est qu'elle est très pluridisciplinaire et que du coup, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai aussi acquis une certaine aisance à appréhender des sujets pas forcément familiers. Parce que c'est aussi le propre de ce genre de formation très pluridisciplinaire. Parce qu'à la fin, on est expert de pas grand-chose, mais on peut parler de pas mal de sujets. En tout cas, on est curieux de plein de sujets. Et, j'ai passé une partie de mes études en Asie. Et quand je suis rentrée en France, j'allais m'engager dans la voie classique de communication dans un groupe. Et en fait, j'ai eu envie de à la fois lier la créativité liée à la communication et l'impact d'une création d'entreprise. Euh, et ça a été très entremêlé avec ma trajectoire personnelle, puisqu'à ce moment-là, on m'a découvert une maladie auto-immune. J'ai personnellement beaucoup creusé la cuisine et la nutrition. Et je me suis posé cette question fondatrice de comment est-ce qu'on accompagne un maximum de personnes vers une alimentation qui est meilleure pour soi, meilleure pour la planète. Il se trouve que depuis le début, on a cette conviction que le plaisir est très central pour toute transition. Donc nos produits ils sont avant tout gourmands. Et voilà, j'avais un cours d'entrepreneuriat à Sciences Po et j'ai commencé à tirer le fil de cette idée. Et c'est comme ça que sont nés les premiers produits de la marque. C'était les boules, si je me souviens bien. Exactement. À ce moment-là, j'ai rencontré mon associé Adrien, qui lui avait bientôt 30 ans, un peu envie de changer de vie, il faisait de la finance jusque-là. Et au départ, il m'a donné des coups de main sur la partie business. Et on a décidé de se lancer ensemble, parce qu'on est très complémentaires et on fonctionne bien à deux. Vous êtes rencontrés dans un startup week-end, hein, c'est ça? Exactement, on s'est rencontrés pendant un startup week-end. Et le premier produit qu'on a testé, et grâce auquel on a remporté un concours Franprix, c'était la boule, donc l'ancêtre aujourd'hui des cœurs de boule dans notre gamme. Donc un snack à base de dattes et de noix mixées, sur le principe des Energy Balls qu'on commençait à repérer à l'époque, mais qui étaient encore très confidentiels. Et aujourd'hui, on a gardé une partie de cette gamme, on les a fourrés avec des cœurs fondants, et c'est très gourmand. C'est nos produits en devant de caisse et en ligne.
Et le fait d'entreprendre dans l'alimentation, c'était partagé par Adrien, ton associé? Adrien, il avait envie de participer à un projet, impact, à la fois business et impact. Et il n'avait pas forcément d'idée, mais il s'est très vite retrouvé dans ce que je prêchais parce que lui, à ce moment-là, il commençait à avoir un peu tout le temps mal au ventre. Et en tirant fil, il réalisait que c'était notamment dû à des années et des années de nourriture ultra transformée. Lui, c'est typiquement l'enfant famille nombreuse dont la mère a acheté tous les produits en grande distribution sans trop regarder la liste des ingrédients et en fait qui voilà, on a payé le prix plus tard. Et donc il réalisait l'importance de ce qu'on mettait dans nos assiettes. Donc ça lui a énormément parlé à ce moment-là et aujourd'hui c'est vrai que c'est un combat qu'on mène tous les deux et qui s'incarne aussi dans nos familles, c'est-à-dire qu'on veut pas que nos enfants soient biberonnés à des produits ultra transformés, ultra sucrés, pour pas que ça ait le même impact délétère sur leur santé. Mmh. Donc c'est comme ça qu'est née la marque Funky Veggie à l'origine et Ouais. dans ce nom, il y avait aussi cette idée de démocratiser le végétal. C'était quoi la volonté derrière autour du végétal et comment tout cela a évolué au fil de l'histoire de la marque? En fait, il y avait cette mission de démocratiser le végétal parce que c'est une symphonie entre l'impact personnel et l'impact santé et l'impact planète. Et qu'aujourd'hui, bah, les études sont quand même assez flagrantes sur le sujet. Une alimentation végétale a un impact moindre sur la planète. Et nous, au tout début, on a testé nos premiers concepts avec des paniers prêts à être cuisinés. Donc, c'était vraiment des paniers repas prêts à être cuisinés comme Kitok aujourd'hui. Mmh. Euh, Et en fait, on a vite dévié sur des produits en magasin parce qu'on a gagné son cours Franprix et que qui disait démocratiser disait grande distribution. Et au sein de la grande distribution, on a testé différents rayons. Donc on a fait du salé comme du sucré. À un moment, on a fait de l'apéritif. On avait un produit qui s'appelle l'apéro boule, avec cette mission de démocratiser le végétal. Donc, c'était à base de pois chiches soufflés. Et en fait, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que là où il y avait vraiment quelque chose à craquer et où on avait commencé à ajouter de la valeur, c'était vraiment le petit déjeuner. C'est-à-dire que c'est un rayon qui est ultra transformé, avec des produits qui sont beaucoup trop sucrés. On le sait aujourd'hui, ce qu'on mange le matin en termes de glycémie, d'impact sur la journée, a une influence sur les prochaines 24 heures. Donc c'est vraiment un moment clé et l'offre aujourd'hui, elle est très peu, elle ne répondait pas à nos besoins. Là où sur l'apéritif, on va avoir davantage d'innovation. Les gens sont moins fidèles à un produit, on a moins le produit doudou de notre enfance auquel on fait tous référence quelque part. Donc c'était un secteur beaucoup plus compétitif et on s'est vraiment concentré un moment sur le petit déjeuner, on a décidé d'arrêter les autres produits. Et donc on s'est concentré sur des produits qui sont... Donc on réinvente les incontournables comme la pâte à tartiner ou les céréales, mais avec une liste d'ingrédients extrêmement courte, bio, fabriqué en France, et beaucoup moins sucré, 30 à 50% moins sucré que les iconiques de ce rayon. Et c'est vrai que on s'est rendu compte qu'avec le mot funky veggie, beaucoup de gens s'interdisaient implicitement de consommer nos produits parce que ils aimaient bien le saucisson. Mmh. Et il se disait: «C'est pas pour moi. Moi, je suis pas végétarien, c'est pas Exactement. pour moi». Exactement. Or, nous, on est là pour revisiter en version plus vertueuse, mais on n'est pas là pour mettre les gens dans des cases veggie, pas veggie. Ça nous importe peu. Et je pense pas que ce soit nécessaire. Donc en fait, on n'a pas du tout changé notre cahier des charges. On a aujourd'hui que des produits d'origine végétale. On a du miel dans les boules miel depuis quelques mois. Donc les véganes purs et durs ne sont pas dans la cible, mais on a toujours une base totalement végétale et un cahier des charges qui n'a pas changé sur nos produits. Juste, on s'est dit que, vu qu'on s'était spécialisé sur le petit déjeuner, mieux valait supprimer ces barrières mentales que le mot veggie impliquait. Et aujourd'hui, ce focus sur le petit déjeuner, il est toujours vrai ou vous avez commencé à déborder sur d'autres rayons que juste ce moment de la journée?
On s'est vraiment concentré sur le petit déjeuner. Il est toujours d'actualité ce focus-là, parce que on a aujourd'hui 2 grandes gammes qui sont les céréales et les pâtes à tartiner et on a encore, plein d'univers à pouvoir réinventer dans ce rayon-là. On a toujours le snacking qui est un petit peu hybride parce que le snacking en grande distribution, c'est en devant de caisse. En ligne, voilà, c'est vrai que les usages sont mouvants et je trouve que même sur des produits petit déjeuner, on a beaucoup de clients qui les consomment au goûter, au dessert. Enfin, les produits petit déjeuner, ils sont synonymes de réconfort dans la tête des gens, mais ils ont pas vocation à être uniquement mangés de 8 heures à 10 heures, ou de 6 heures à 10 heures. Donc il y a peut-être un motif qu'on va tirer, et on va peut-être partir sur un autre rayon, mais toujours en restant sur du sucré et sur des produits réconfortants. Parce que c'est vraiment ça notre signature aujourd'hui. Réconfortant égale plaisir. Ouais, plaisir, mais D'accord. toujours réinventé, toujours, liste d'ingrédients ultra courte, 3-5 ingrédients, moins sucré, 0 ingrédient bizarre. C'est ce qui est écrit sur nos packs, c'est-à-dire qu'il y a que des choses qu'on pourrait retrouver dans ces placards, du bio, du fabriqué en France et on est toujours, dans le top palmarès sur Yuka ou Nutri-Score. Oui, parce qu'à chaque fois, vous visez des Nutri-Score A ou B, hein, j'ai l'impression, sur vos produits. Oui, là, ça va un peu évoluer parce qu'il y a une réforme du Nutri-Score. Tout à fait. Mais on va continuer à afficher les Nutri-Score et on va toujours être dans les verts et toujours mieux disant que le rayon. Et en termes de labels comme celui-ci, donc vous êtes bio sur toutes On est les gammes ou la bio, on est plupart? fabriqué en France. Ouais, Après, on est très impliqué en interne dans des groupes comme bah, on est PME+, ok. donc c'est un peu le Bicorp des entreprises agroalimentaires TPE, PME. On est impliqué dans des collectifs comme En Vérité qui luttent pour la transparence alimentaire. Mhm. Et toute cette partie-là, c'est la face immergée de l'iceberg qu'on va pas forcément raconter au quotidien à nos consommateurs. Parce que sur le pack, nous, notre premier média, c'est le pack. Bien sûr. Et sur le pack en rayon, on a plutôt tendance à simplifier le message pour que ce soit plus clair et plus rapide et plus intuitif pour le consommateur qu'à en rajouter des tartines. Nous, derrière, on s'occupe de faire toutes nos investigations et d'être très très engagés, mais c'est vrai qu'on ne dit pas tout pour pas perdre le conso. D'accord. Il n'y a pas de label environnemental, par exemple, Alors qui peut... PME+, par exemple, D'accord, ok. inclut une partie environnementale, mais par exemple, on n'est pas Bicorp. On s'est posé la question à un moment, et Bicorp, c'est très... c'est pour des boîtes un peu plus grosses, assez internationales. Mais en fait, on a nos propres cahiers des charges. Par exemple, sur tout le sourcing des matières premières qui vient de plus loin, comme le cacao, on est en commerce équitable. Et ça, c'est des choses qu'on s'auto-impose, en fait. On a aussi levé des fonds via une plateforme de crowd equity qui s'appelle Lita.co. Donc, c'est-à-dire qu'on a plus de 600 citoyens investisseurs aujourd'hui. Et Lita.co, c'est une plateforme d'investissement impact. Donc, en fait, on est aussi redevable vis-à-vis d'eux, voilà, nos engagements. Et on est dans un écosystème où on est responsable de nos actes là-dessus. Hmm. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est gros comment? Ça fait combien de personnes? Comment vous êtes organisé? Parce qu'on se dit, waouh, une marque comme ça qui est diffusée en grande distribution, vous avez quand même pas mal d'enseignes qui vous distribuent, ça doit être assez important. On est une vingtaine de personnes. On communique pas trop sur les chiffres, mais on fait plusieurs millions de chiffres d'affaires. Et on a eu un gros changement d'échelle en 2025 parce qu'on a doublé en 2025, notamment parce que jusque-là, on n'avait pas beaucoup pris le virage du e-commerce. En fait, c'est un peu paradoxal. On est une boîte qui a beaucoup grandi grâce aux réseaux sociaux. On met plus de 100 000 uniquement sur Instagram. Et cette base-là nous a fait beaucoup grandir de manière collaborative. Et en même temps, jusqu'à récemment, notre combat étant vraiment dans la démocratisation, on a beaucoup investi la grande distribution, qui est un monde très ingrat à pénétrer et très lent à pénétrer. Et du coup, toute la frange e-commerce, on l'avait pas tellement adressée. Et on a refait notre site en même temps que le rebranding de Funky. Euh, et dans la foulée du passage dans Qui veut être mon associé, l'émission sur M6, on a vraiment relancé le site. Et ça a été un pari gagnant. Donc ça a eu un impact vraiment 360, ça a eu un impact
en rayon et en ligne, ce passage dans l'émission, dû à tout le travail qu'on a fait autour. Oui, et du coup, aujourd'hui, c'est quelle part des ventes, la part digital e-commerce? En 2025, c'était 20%. Ça a vocation à peut-être un peu baisser, mais historiquement, c'était moins de 5%. Ouais, parce que c'est vrai que c'est assez atypique. Alors, sauf à être une DNVB, et il y en a de plus en plus, hein, des marques food DNVB, mais c'est vrai que vous Ouais. êtes né, je pense, avant la vague DNVB, où on pouvait lancer une marque 100% en digital sur le food, donc vous êtes allé sur le retail physique, et c'est tant mieux, mais du coup, c'est assez atypique d'avoir une marque qui est à la fois dans le retail grande distrie et en digital de façon aussi significative. Donc, ouais, c'est vraiment très original. Ouais, bah, c'est vrai qu'en fait, jusque-là, on était assez frileux parce que on avait une gamme assez courte, on a une quinzaine de références et donc, hem, on n'a pas des produits de première nécessité, donc c'était compliqué de se lancer sur le e-commerce avec une gamme courte qui répondait pas à un besoin impérieux. Donc on s'est concentré sur la construction de marque via le digital et la mise à disposition en magasin physique et là, on commence à avoir quelque chose qui est un peu plus 360 aujourd'hui. Mmh. Et donc, tu l'as évoqué, vous êtes très présent depuis le début, hein, sur les réseaux sociaux et ça a probablement énormément contribué au succès de la marque. C'est quoi vos stratégies, digitales de façon générale sur les réseaux et sur lesquels êtes-vous présent de façon le plus active? On a beaucoup commencé avec Instagram. Après l'algorithme était quand même beaucoup plus favorable, en 2016 qu'aujourd'hui pour des marques émergentes. Et notre stratégie, ça a tout de suite été de servir notre mission globale. C'est que si notre mission, c'est de démocratiser une alimentation plus responsable, il faut que les followers puissent en bénéficier sans même consommer les produits. Donc on a très vite, en fait, partagé des recettes, hyper gourmandes et très accessibles avec le même cahier des charges que les produits en rayon. Et du coup, c'était tout de suite cette pédagogie-là, qui fournissait, en fait, un service concret aux gens sans qu'ils aient à payer un livre de recettes ou quoi. Donc ça, c'est un des gros éléments et le deuxième élément, c'est qu'on a toujours parlé à notre communauté comme je vous parle là et comme, je peux parler à mes proches, sans langue de bois. Hem Et ça, mine de rien, c'était assez rafraîchissant et c'est assez rafraîchissant. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure ou je sais pas, il y a parfois des clous dans lesquels on veut se mettre. Hem Et c'était d'autant plus rafraîchissant pour la grande distribution et le petit déjeuner parce que l face à nous, on a des mastodontes, il y a très peu de marques agiles face à nous, hem, qui, pour qui c'est beaucoup trop risqué de dire des choses décalées. Ils ont trop à perdre. Donc en fait, on est arrivé avec un ton de marque et une manière de s'adresser aux gens qui était, vraiment rafraîchissante. Mmh. Hem, donc ça Et une nous a et une fait, incarnation aussi de la marque par, bah, par vous 2, hein, les deux ouais. cofondateurs et notamment toi, qui incarnait vraiment la marque. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Tu es impliqué, personnellement dans l'image et dans la communication sur les réseaux sociaux de la marque? Oui, je le suis toujours, mais on n'a pas trop voulu avoir une marque incarnée que par les fondateurs. Mmh. Ça a été un vrai sujet pour nous. Hem, C'est-à-dire que je suis toujours, heu, représentante, porte-parole sur, des sujets. Adrien, mon associé aussi. Adrien beaucoup en B2B aussi parce qu'il est beaucoup plus expert que moi sur certains sujets, très commerciaux, par exemple. Là où moi, sur la partie nutrition, c'est quelque chose qui me passionne. Hem, mais on a vraiment ouvert le champ et donc sur nos réseaux, aujourd'hui, on voit beaucoup l'équipe. Donc différentes personnes de l'équipe, notre community manager évidemment, mais c'est assez, fragmenté finalement dans la représentation sur les réseaux. Et un autre réseau qui a émergé du coup, qui est pour le coup plus incarné par Adrien et moi, c'est LinkedIn, qui a vraiment émergé ces dernières années, notamment en parallèle de qui va être mon associé, hein. On savait que c'était un indispensable, un incontournable qu'il fallait investir. Et donc on a pris l'habitude de prendre la parole tous les 2.
avec nos personnalités propres et nos sujets de prédilection propres. Euh, et ça devient un canal qui est important, qui est aussi créateur d'opportunités B2B. Et Par puis après, exemple, ça vous a aidé ou ça vous aide à référencer des nouveaux points de vente, des nouvelles enseignes en distribution, ce canal, ce oui, réseau en fait, social-là? je pense que ça ne suffit pas seul, mais que c'est un accélérateur, ouais. Et après, il y a d'autres réseaux qu'on investit aujourd'hui, comme TikTok, en quoi je crois beaucoup personnellement. Notamment sur le Euh, volet pédagogique et ouais. prêcher la bonne parole sur la bonne alimentation et la nutrition. J'imagine que ça sert aussi la marque. Oui, et c'est très créatif TikTok. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore un challenge parce qu'on n'a pas encore totalement pris le pli et pris le virage. Mais on va y arriver. Mais aujourd'hui, moi, je considère TikTok un peu comme l'Instagram d'il y a 10 ans. C'est qu'aujourd'hui, c'est le meilleur canal pour toucher des nouvelles personnes. Euh, et, euh, et c'est le meilleur canal ouais, pour avoir un reach le plus puissant possible. D'un point de vue créatif, c'est le meilleur terrain de jeu aujourd'hui. Les algorithmes de Meta, donc d'Instagram notamment, sont aujourd'hui très dépendants de la pub. Ils sont beaucoup plus difficiles à percer qu'il y a quelques années. Et donc, on a toute une stratégie de pub payante sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'en organique, le plus intéressant aujourd'hui, c'est TikTok. Oui, oui, qui est un réseau qui recrute beaucoup en fait Exactement, grâce à parce son qu'une vidéo algorithme peut très très devenir puissant. très virale Hmm. avec très peu d'abonnés. On a eu le cas sur quelques vidéos. Et la force de frappe est incroyable. Et surtout, et puis il y a TikTok Shop qui est quand même un cas d'école et un booster de visibilité fort de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que je pense que TikTok investit énormément pour pousser TikTok Shop. Donc c'est une opportunité à saisir. Hmm. Je voudrais qu'on vienne, puisque tu l'as évoqué à une ou deux reprises, et puis je voulais en parler, c'était le passage en Qui veut être mon associé. Voilà, est-ce qu'il y a eu un avant, un après? Parce que pour ceux qui vous auraient pas vu, vous aviez fait un passage assez remarqué, déjà parce que c'était rigolo, vous êtes arrivé en pantoufles sur le plateau pour présenter vos produits du petit déjeuner et en pyjama peut-être même. Et en plus, vous êtes arrivé avec un invité mystère qui est un de vos associés qui n'était pas connu comme étant votre associé à l'époque, bien que lui soit très connu. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui. Donc nous, on a grandi au départ sans trop de fonds. On n'a que des business angels à nos côtés. Et dont un dont on n'a pas voulu... dont on a tué le nom pendant des années parce que on voulait pas que son image soit associée à Funky tout de suite. On voulait faire nos preuves avant. Et il n'est autre que Patrick Bruel. Et donc c'est vrai que c'était enfin, on a eu l'occasion de passer dans Qui veut être mon associé, et disons que sa présence à nos côtés était clairement un plus sur le plateau. Donc c'est quelque chose qu'on a poussé, on a accepté de révéler au grand public cette info à ce moment-là. Donc c'était assez amusant de, en effet, partager le plateau avec une personnalité qui, elle, est autant habituée au plateau, mais pas ce genre de télé-là. C'était rigolo. Et est-ce qu'il y a eu un avant-après? Oui, clairement, il y a eu un énorme avant-après. Après, on a beaucoup travaillé le projet en amont et en aval. C'est-à-dire que l'année d'avant, on est passé de Funky Veggie à Funky IE. Donc on a fait tout le rebranding, et pour être totalement transparente, le jour du tournage, donc c'était en octobre 2024, derrière nous, on avait des faux packs. Parce qu'en rayon, les produits étaient toujours Funky Veggie. Donc en fait, on avait imprimé des packs Funky, mais c'était du carton, quoi. Des Parce maquettes, qu'on quoi, des savait que protos. le jour où on allait passer, ce serait passé à Funky, mais qu'on n'avait pas encore les produits. Donc on était dans ce niveau de, de bricolage en amont. Mais donc en amont, on a fait le rebranding, on a refait le site, on a mis en place toute une stratégie digitale d'acquisition, que ce soit emailing ou pub réseaux sociaux. On ne faisait pas de pub réseaux sociaux jusqu'à Qui va être mon associé. Et on a aussi échangé avec les enseignes partenaires pour avoir la meilleure détention en magasin possible le jour de la diffusion.
Et ensuite, en aval, bah, on a eu tout ce qui est PLV, donc toute la visibilité en magasin qu'on a imprimé avec le fameux vu à la télé. Voilà, les pubs, enfin, on avait vraiment une stratégie 360 pour exploiter au mieux d'un point de vue business cette opportunité-là. Et ça s'est avéré gagnant. Mmh. Parce Et qu'en puis fait, LinkedIn, dont on a aussi parlé, mais qui oui. demande quand même une vraie implication de la part des fondateurs et voilà, qui a nécessité une préparation. Et Parce puis qu'en surtout que moi, fait, je suis partie en congé maternité enfin, j'ai accouché au moment de la diffusion. ah oui, donc t'étais pas là Mm. quand ça a été le feu, j'imagine, J'ai dans les accouché un mois ventes? plus tard, donc j'étais là au moment de la diffusion. D'accord. Mais ouais, c'était assez Mmh. étonnant. Et tu confirmes parce que c'est ce qu'on observe, hein, de plus en plus que Qui veut être mon associé, c'est une opportunité immense pour des jeunes marques. Alors finalement, de moins en moins pour le côté financement, même s'il est toujours là et il est très important, mais le plus gros impact à court moyen terme, c'est quand même surtout l'exposition médiatique. Et en fait, c'est une super campagne média à heure de grande Ouais, et courte, de très très haute qualité. exactement. Mmh. Exactement, c'est quand même une audience qui est très qualifiée. Mmh. C'est des gens qui sont intéressés par ces sujets d'entrepreneuriat et qui sont prêts à tester, qui ont envie de tester. Donc en fait, après, tout l'enjeu, c'est qu'il y ait du solide derrière, que les produits soient bons. Et aujourd'hui, nous, on voit, on a 30% de récurrence sur notre e-commerce et et ça prouve que le pari a été réussi. Je pense qu'en fait, qui va être mon associé, c'est un énorme pic. Je pense que d'un point de vue business, il y a forcément un pic avec l'exposition médiatique. Maintenant, la question, c'est comment on maintient ça dans la durée et comment on fait en sorte qu'on convertit et on fidélise les personnes qui découvrent. Mmh. Et alors justement sur ce volet du financement, qui était un des objectifs de Qui va être mon associé, tu as dit que vous aviez levé des fonds sur la plateforme de crowdfunding Lita avant. Est-ce que vous avez levé des fonds finalement sur Qui veut être mon associé? Et de façon globale, comment vous vous êtes financé depuis le début? Parce que là aussi, on se dit que lancer une marque comme ça dans le food from scratch, ça demande forcément des capitaux qui Mmh, sont énormes, hein, dans un univers qui est ultra concurrentiel et ultra dominé par des majors, quoi, des multinationales, beaucoup. mmh. On a commencé vraiment avec nos petits bras, nous, solo, sans fonds. On est allé chercher des subventions et de la dette. On a eu des business angels. On a fait 3 levées assez petites. Jusqu'à 2020, on a fait une levée un peu plus conséquente de 1 million d'euros sur la plateforme Lita.co. Et c'est à ce moment-là aussi que Patrick Boal est rentré en tant qu'associé. Et donc voilà, on a grandi de manière assez, franchement très saine, à un moment où c'était justement un peu la folie des levées de fonds. Et du coup, à l'époque, on était vus comme une boîte trop prudente, parce que voilà, on est très rationnel, très carré, on survend pas beaucoup, enfin on survend pas du tout même. Heu et aujourd'hui, vu qu'on n'a pas de fonds majeurs à notre capital, en 2025, on a atteint la rentabilité. Et on est plutôt une boîte, voilà, gérée en bon père de famille et c'est quelque chose qui maintenant redevient, dans l'air du temps. C'est rigolo, parce qu'aujourd'hui, on est davantage valorisé pour, ce côté, bon père de famille, prudent, bon sens, qui à l'époque nous était reproché. Et ça veut dire que du coup, aujourd'hui, vous êtes, enfin, la marque a atteint une dynamique et une rentabilité suffisante pour que vous soyez autofinancé pour votre croissance? Ouais, Ok, ce qui est remarquable, hein. ouais, Bravo. on se souhaite que ça continue. Mm. Euh, J'avais une question, toi, sur ta posture en tant qu'entrepreneur, parce que j'ai cru voir sur les réseaux, si je te suis bien, notamment sur tes publications LinkedIn, que tu avais pris un petit peu de recul sur tes activités opérationnelles au sein de Funky. Est-ce que tu peux nous en parler? Quelle a été la démarche par rapport à ça? Et comment aujourd'hui vous vous organisez avec Adrien? Ouais, donc en effet, en fait, moi j'ai commencé à travailler sur Funky, à avoir l'idée quand j'étais étudiante, j'avais 21 ans et je pensais pas qu'il consacrait, aujourd'hui, 1/3 de ma vie, et donc je me suis laissée emporter par ce projet avec beaucoup de joie
Et je pense que j'ai adoré la phase de construction de marque. Aujourd'hui, on est dans une phase beaucoup plus de stabilisation sur les acquis et de croissance sur le business. Donc une phase qui est beaucoup plus opérationnelle. Et c'est vrai que moi, j'avais envie d'un nouveau souffle. Funky reste mon bébé, donc je reste voilà, actionnaire. Adrien et moi, on est toujours les 2 premiers associés. Mais il y a eu toute une discussion avec Adrien et sur nos rôles respectifs. Parce que lui était un excellent chef d'orchestre de l'équipe et de la croissance. Donc un très bon PDG. Aujourd'hui, il est PDG de Funky. Là où moi, je suis plutôt sur la partie strat, vision, marque, image. Et j'avais envie de nouveaux terrains de jeu. Donc en 2025, j'ai eu mon bébé. Donc j'ai pris du recul pendant mon congé mat. Et on a décidé à mon retour de ne pas me faire re-rentrer dans l'opérationnel. Et donc de garder l'organisation telle qu'elle était. Pour que je prenne un rôle un peu différent. Donc aujourd'hui, je travaille à peu près 1 jour par semaine pour Funky sur tout ce qui concerne la marque et la vision. Donc ça peut être le développement produit, les prochains rayons qu'on va adresser, comme quelle histoire on raconte pour ce prochain produit justement, tout le storytelling autour, la représentation externe, donc typiquement ce qu'on est en train de faire ensemble. Le champ est assez large, mais disons que je suis gardienne de l'ADN de Funky. Et moi, ça me permet d'explorer de nouvelles choses. Donc, je fais du conseil pour d'autres marques dans l'univers food et bien-être. Donc, par exemple, sur des créations de marques, sur des lancements produits. Et j'aime beaucoup voilà, cette nouvelle casquette parce que ça me permet de voir des nouveaux horizons, d'envisager les choses différemment et de... Je sais pas encore de quoi demain sera fait. Je suis en phase de transition, de réflexion. Mais en tout cas, j'avais un peu cet appel de la fugue, enfin ce besoin d'un nouveau souffle qui a bien correspondu avec l'envie d'Adrien de prendre plus de place à un moment. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Et ça veut dire que demain, tu t'interdis pas, parce que si tu parles de transition, donc là, tu es consultante, j'imagine en marketing, en communication, stratégie de marque, Ouais. ce que tu sais faire. Tu t'interdis pas de recréer peut-être une autre marque ou une autre entreprise? Je me l'interdis pas. Après, Funky reste mon bébé. Donc je me sens quand même très mais émotionnellement et du coup aussi intellectuellement investie dans la marque et, et son développement. Je me sens là tout de suite, avec un bébé de 10 mois et Funky, je ne me sens pas de rajouter un 3e bébé d'une nouvelle boîte. Maintenant, je suis passionnée de santé, je suis passionnée de tout ce qui tourne autour de la longévité. Je pense qu'il y a plein de choses à faire autour de la santé préventive aujourd'hui. Donc c'est des sujets que je regarde. Je plante des graines, mais je suis pas encore dans le feu de l'action. Intéressant. Et justement, maintenant que tu as pris un peu de recul et de la hauteur, comment tu vois l'évolution du marché du food dans les prochaines années? Et je pense qu'on va vers une simplification des listes d'ingrédients, comme nous on le fait chez Funky avec ce fameux 0 ingrédient bizarre. En fait, aujourd'hui, les consommateurs ne sont plus dupes. Ils savent lire une liste d'ingrédients. Ils ont des applications comme Yuka. Donc, je pense qu'on va vers une nécessité de rendre les listes d'ingrédients plus propres. Et ça, je pense que même les gros industriels sont en train de le faire. Il y a différents... il y a des sortes de pirouettes marketing, comme l'a été le Nutri-Score à un moment. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec un Choc-à-Pic Nutri-Score A, ce qui n'a aucun sens. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le Nutri-Score est remanié. Donc je pense que on n'est pas encore totalement sorti de l'ère du greenwashing, mais que face à l'intelligence des consommateurs et au niveau d'information qu'ils ont aujourd'hui en leurs moyens, en leur possession, voilà, on va vers une simplification du marché.
On va vers des ingrédients qui sont plus bruts, qui sont plus simples. Hem, je pense qu'il y a aussi un peu un un floutage des distinctions entre alimentaire et bien-être. On parle aussi de plus en plus de tout ce qui est, in and out. Donc l'alimentation, par exemple sur TikTok, il y a une folie autour des sardines pour la skincare. OK. Heu, donc je pense qu'il y a un retour un peu à des basiques en termes d'ingrédients, en termes de régime méditerranéen aussi. Ces régimes-là qui ont fait leurs preuves, en termes de longévité dans différentes, parties de la planète et qu'on considère aussi ces gestes alimentaires comme une hygiène qui n'est pas que, digestive. Donc je vois pas mal de ça. Justement, la santé digestive, je pense, devient un gros sujet. Oui. Et on voit aux États-Unis, bon, qui est quand même, toujours en avance, des sodas prébiotiques, en veux-tu, en voilà. Beaucoup le pré et postbiotique devient assez incontournable. Ouais, tous les biotiques. Ouais et puis les protéines, retour aux protéines, et c'est hyper intéressant la dernière, pyramide alimentaire qui est sortie aux États-Unis. Ouais, C'est vraiment, une grosse place accordée aux protéines. ah ouais, Mmh. énorme et Mmh. et et une place, bien moindre accordée aux glucides. Oui, oui, complètement. Pour, justement ces tendances plus healthy sur, des produits à promesse, la longévité, la nutri-cosmétique, est-ce que c'est des sujets sur lesquels Funky peut être amené à surfer? Ou alors est-ce que c'est trop éloigné de votre ADN et vous voulez vraiment rester plus dans le plaisir, à l'état brut? On aura toujours cette brique gourmandise alliée à une brique santé. Donc on va pas aller adresser, les sardines, mais on va pouvoir aller adresser d'autres choses comme les protéines. Je pense qu'aujourd'hui, les protéines sortent du scope des sportifs purs. On réalise qu'on a un besoin en protéines important. Si on a un mode de vie enfin, qui qu'on soit et d'autant plus si on a un mode de vie actif. Et aujourd'hui, on est tous un peu des athlètes du quotidien, on est tous des super actifs du quotidien. Donc on a besoin de carburant, ce côté protéiné, il est aussi au service de la vraie vie. Mmh. Donc on va aller investir ce genre d'univers. Heu, on choisit un petit peu nos batailles, mais on est toujours dans une logique de démocratisation, donc de produits qui sont avant tout très bons. Mmh. Parce qu'après vous, sur votre créneau du petit déjeuner et des céréales, vous avez un boulevard justement sur la santé digestive et sur l'enrichissement non pas en protéines, mais en fibres, qui est, on n'arrête pas de dire que fiber is the new protein. Donc, je pense que vous êtes C'est vrai complètement que dans ça, j'en votre ai pas parlé, mais territoire. c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Oui, Hem, mais je pense on peut pas les dissocier en réalité. Hem, après le truc, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de marques ont utilisé le riche en fibres ou le source de fibres, heu, même si par ailleurs ils avaient des compositions, délétères. Donc je réfléchis en même temps que je parle, mmh. mais je pense que ça va être un challenge Mais pour le coup, vous êtes de hyper légitime parce que vous avez des produits qui sont naturellement riches en fibres, ouais. des céréales complètes et bio, vous êtes légitime parce que vous avez pas rajouté des fibres pour faire joli, c'est cohérent Mmh. avec ce que vous proposez par ailleurs. Oui, mais en fait, l'enjeu, c'est comment le différencier pour le conso. Ouais. Typiquement, en fait, aujourd'hui, comme il y a beaucoup de gens qui mettent en avant ces allégations riches en fibres, céréales complètes, bah, en fait, c'est vachement difficile de se différencier. Par exemple, nous, on est sur notre pâte à tartiner onctueuse sans huile du tout. Mais en fait, les gens sont tellement habitués à voir de plus en plus le sans huile de palme, qu'aujourd'hui, c'est ça qu'ils cherchent et nous-mêmes, on est en train de se dire: «Peut-être qu'on va faire sauter cette allégation sans huile», même si on ne change pas notre composition et mettre plutôt en avant le côté sucre, moins sucré, qui là est plus différenciant. Parce qu'en fait, on peut pas tout dire et que, sur la réflexion d'avant, sur le fait qu'on est plus légitime, oui, on est plus légitime parce qu'on a des vrais ingrédients. Mais du coup, est-ce que l'allégation la plus importante, c'est pas seulement 5 ingrédients? Oui. Et c'est ce qu'on fait et on réalise que ça a beaucoup plus de prise. Le les
la difficulté de la grande distribution, c'est qu'il faut qu'on choisisse nos combats sur ce qu'on écrit sur les packs et qu'on peut pas tout écrire, sinon on dit rien, en fait. Les Ouais, bien gens ne sûr. retiennent rien. Ouais. Donc, ouais, c'est un peu une bataille interne à chaque fois de se dire qu'est-ce qu'on met en avant et quelles sont les infos qu'on sacrifie parce que Tu es si on obligé en de dit faire des trop, les choix. gens ne retiennent rien. Mmh. Quelles sont les marques, toi qui es très éveillé sur le sujet, quelles sont les marques d'alimentation qui t'inspirent, que ce soit sur un axe préventif, santé préventive ou sur l'axe plaisir gourmandise? À part Funky bien évidemment, mais dans l'univers concurrentiel français ou international? Hem, Bah, à l'international, il y a forcément des inspirations, très fortes de, par exemple, une marque comme RX Bar. RX, ça veut dire ordonnance. Donc, Oui, prescription. et et le pack est exceptionnel puisque, les ingrédients sont écrits noir sur blanc sur le pack. Donc ça, pour moi, c'est un grand cas d'école. Heu, Très intéressant en ce moment, la nouvelle marque du cofondateur, enfin du fondateur qui s'appelle David. Oui, Hem, il a lancé des barres hyper protéinées. Moi, je suis très sceptique sur les édulcorants, puisqu'il y a 0 gramme de sucre, mais via des édulcorants, moi je pense qu'on en reviendra des édulcorants. En ce moment, il y a une folie édulcorant, mais on n'a pas encore assez de recul scientifique sur ça, je trouve. Et puis on commence à voir l'impact sur la glycémie, certes, n'existe pas, mais l'impact sur la résistance à l'insuline commence à être dévoilé. Bon, bref, voilà, je trouve que sa nouvelle initiative est chouette, mais je m'interroge sur la partie édulcorant. Qu'est-ce qu'il y a comme marque qui m'inspire en ce moment? Je regarde beaucoup côté longévité, mais donc du coup, ça a pas de lien direct. Mais je m'intéresse beaucoup à des sujets comme Zoe. ah oui, Je- Zoé. Enfin, Ouais, je sais les Zoe. cliniques de longévité. Enfin, ouais, je sais pas comment on prononce, ouais. Ouais, Zoe, Luma. Hmm. Ça commence un petit peu à faire des émules en France. Donc, c'est des services qui permettent de monitorer de manière très personnalisée sa santé et d'avoir des recommandations adaptées. Je pense qu'on est vraiment en début sur ce marché, mais qu'il y a des choses intéressantes qui vont s'y passer. Est-ce que des marques alimentaires pourraient s'intégrer dans cette tendance-là, avec une approche un peu globale? Pourquoi pas? En tout cas, je pense que intégrer la nutrition au plan d'accompagnement des individus, c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, on a besoin d'être pris par la main. Typiquement, Épisode vient d'annoncer, donc les salles de sport viennent d'annoncer une collab avec Luma. Bah, c'est hyper intéressant parce que sport et longévité, c'est évident que ça doit être mis en lien, et concrètement dans nos pratiques du quotidien. Je pense que l'alimentation doit être une brique de tout ça. Bon, peut-être que ça passe par des partenariats. Je pense que c'est encore flou, mais c'est un domaine qui m'inspire beaucoup. Intéressant, oui. J'ai noté un autre aspect de ta vie professionnelle, c'est que tu es membre d'Hectare, Ouais. une entité qui réunit agriculture régénératrice, l'entrepreneuriat, la tech. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bah, Hectare, c'est un peu le station F de l'agroalimentaire. Ça a été aussi, co-créé par Xavier Niel. C'est vraiment un laboratoire, d'innovation sur, la food de demain. Donc on a été lauréat, et en fait, c'est un programme. Donc là, aujourd'hui, on est sortis du programme d'accompagnement qui durait 1 an, mais on reste lauréat et l'idée, c'est d'incarner et heu, de pousser les lignes de l'alimentation à bouger, et c'est très intéressant à visiter. Il me semble que c'est ouvert au public parce que c'est une zone d'expérimentation à ciel ouvert, en fait. Donc ils font énormément de recherches sur les sols, Il y a une énormément espèce de ferme d'études. expérimentale sur place. C'est dans les Ouais, Yvelines, hein, si je dis pas de bêtises. c'est ça. Hmm. Ouais, et nous, on avait fait un séminaire là-bas, c'est vraiment chouette à voir. Ah, très intéressant. Et du coup, par ce statut-là, tu es également en contact avec les autres startups qui sont incubées par Hectare? Ouais, Ok. on avait, différentes personnes, enfin différents acteurs de la même promo que nous, où on était forcément plus
en lien parce qu'on avait des événements physiques. Mais oui, on a une sorte de petit collectif de marques dans le même univers. De marques ou de... Il y a aussi des plateformes B2B, il n'y a pas que Oui, du... ou des services, oui. Ouais. Tu as fait beaucoup de choses et tu fais beaucoup de choses. Où est-ce que tu vois Funky et où te vois-tu dans 10 ans? Alors, Funky, je nous vois dans plusieurs rayons en supermarché partout dans le monde, avec, le succès d'avoir rafraîchi les rayons, avec des produits, des compositions plus clean et d'avoir fait bouger les lignes dans le sens où on sait qu'on se fait regarder et on est ravis que les industriels fassent évoluer leur composition avec notre inspiration. Donc ouais, Funky partout dans le monde. Ce sera vraiment ça qui fera que la mission sera relevée. Parce que ça voudra dire des millions de consommateurs touchés. Et moi, personnellement, c'est très difficile de répondre à cette question. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura toujours une partie créative dans ma vie. Il y a aussi l'écriture qui est importante pour moi. J'ai un Substack et c'est quelque chose que j'investis de plus en plus. J'ai écrit 2 livres de recettes et peut-être que j'écrirai d'autres choses. Je sais qu'il y aura une partie créative, il y aura une partie d'impact. Est-ce que je serai encore le pied dans Funky ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand, c'est indispensable pour moi. Et je me souhaite une vie de famille épanouie. Et je pense qu'on parle pas assez de tout ce qui fait une vie épanouie en dehors du travail. Donc je me souhaite de la richesse de ce côté-là aussi. C'est de ça dont tu parles, entre autres, dans ton Substack? Entre autres, là typiquement cette année, je parle beaucoup de mon cheminement et de ce qui m'a poussée à finalement quitter une situation qui était toute dorée sur le papier, puisque j'étais enfin arrivée à un niveau de «succès» entre guillemets ou de stabilité en tout cas d'un point de vue entrepreneuriat, qui faisait que j'aurais pu rester confortablement dans ce rôle-là. Mais moi j'ai une âme d'entrepreneur plus que de chef d'entreprise et donc j'avais besoin d'un nouveau souffle. Donc je parle un peu voilà, de ces questionnements-là. C'est un journal de bord d'une trentenaire privilégiée qui se pose plein de questions. Et tu as beaucoup d'abonnés? Bah, je l'ai pas beaucoup investi, mais j'ai plusieurs centaines d'abonnés, donc c'est déjà chouette. C'est bien, Et on verra par la suite. intéressant. Mm. J'ai une dernière question pour toi, Camille, et c'est la question signature du podcast. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Qu'est-ce que toi, tu as fait d'impossible? Mais j'ai lancé une marque alimentaire en grande distribution en n'ayant aucune légitimité, que ce soit côté nutrition, ingénierie agroalimentaire ou connaissance de la grande distribution. Ouais, c'est un bel accomplissement, en effet. Bah écoute, merci beaucoup Camille pour cet échange lucide, joyeux et sans langue de bois, comme tu le dis. On a parlé de plaisir, on a parlé d'alimentation saine et transparente, on a parlé de vision long terme de l'entrepreneuriat. Alors, merci beaucoup de nous avoir partagé ta vision de l'alimentation et de l'entrepreneuriat. C'était hyper intéressant. Merci à toi. Merci à toi, merci beaucoup. Et si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée. Et merci à vous tous qui nous écoutez, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et ça fait plaisir d'avoir autant de fidélité parmi nos auditeurs du podcast. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager cet épisode, ainsi que tous les autres qui le précèdent ou qui vont venir. Encore merci à toi Camille et très très bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt, au revoir. Merci beaucoup.